Développer ses photos argentiques couleur ou noir et blanc soi-même, c'est une étape importante dans un parcours de photographe argentique. Cela permet non seulement d'apprendre des nouvelles compétences, mais ça peut aussi te permettre d'économiser énormément d'argent plutôt que de passer par un laboratoire. Malgré tout, même si c'est hyper excitant de se lancer, ça vient aussi avec pas mal d'inquiétudes. Quel est le matériel qu'il faut se procurer? Est-ce que c'est dangereux? Quelles sont les règles de sécurité? Et surtout, est-ce que je ne vais pas rater mon développement en me trompant de produits chimiques et perdre toutes les photos que j'ai passé du temps à prendre avec mon appareil photo? Toutes ces inquiétudes, elles sont légitimes et le but de cette formation, c'est de t'accompagner dans tes premiers développements, de te donner les bonnes clés pour réussir tes développements argentiques couleur comme noir et blanc sans aucun souci. On parlera du matériel qu'il faut te procurer à la fois pour la couleur comme pour le noir et blanc. On évoquera les différents produits chimiques, leur impact, ce à quoi il faut faire attention, est-ce que c'est dangereux et surtout leur impact sur le rendu de tes photos. On parlera de comment manipuler le film avant le développement, pendant le développement et des règles pour ne pas rater son développement, ce que tu peux mettre en place en termes de méthode pour t'assurer de réussir chacun de tes développements, qu'ils soient en noir et blanc comme en couleur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux te dire que si tu veux apprendre le développement, la prise de vue argentique et même le tirage sur place et manipuler vraiment, tu peux réserver dans ma chambre noire des ateliers, des initiations au développement, à la prise de vue et au tirage argentique, en cours particulier ou en petit groupe. Ça se passe sur l'île le week-end ou en fin de journée. Toutes les infos seront dans la description. Ça se passe ici, il y a tout le matériel qu'il faut et ça te permet de manipuler réellement et d'apprendre les gestes avec les conseils d'un photographe pro. Et voilà, ça fait 5 ans que je fais cet atelier, ça marche très bien. Si tu as la possibilité de te déplacer sur l'île, c'est vraiment le meilleur moyen de commencer le travail de labo en argentique. La bonne nouvelle, c'est que l'investissement de départ, en tout cas juste pour du noir et blanc, n'est pas énorme et que globalement, pour 150, 200 euros, tu peux t'en sortir un petit peu moins si tu vas chercher sur le marché de l'occasion. De mon côté, je vais te présenter le matériel que j'utilise et que je te recommande, qui est le plus économique à long terme, même si à l'achat, ce n'est pas forcément le moins cher. Il faut ensuite calculer de ton côté le nombre de films que tu vas faire, que tu comptes développer, et voir ce qui correspond le mieux à ta pratique dans l'échelle que tu vas avoir de tes dépenses. La première chose qu'il va te falloir absolument, c'est une cuve de développement. Une cuve de développement, c'est une cuve un petit peu magique qui est imperméable à la lumière, mais perméable au liquide dans lequel tu peux verser tes différentes chimies. Cet outil, ça va te permettre tout simplement de développer tes chimies au jour sans être dans le noir total. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique, surtout quand une pellicule fait plusieurs mètres de long, ça fait quand même 1,50 m, une pellicule argentique 35 mm, donc c'est plus facile de pouvoir la manipuler là-dedans. Des cuves, il en existe de plusieurs marques. Les moins chères sont chez Paterson et les meilleures sont pour moi chez Jobo. Tout simplement pourquoi? Parce que ces cuves sont les plus économiques en termes de chimie. Tu vas les payer un petit peu plus cher à l'achat, mais elles sont vraiment très résistantes. Tu peux acheter les différentes pièces détachées si tu as un moment, par exemple le couvercle qui casse, tu peux racheter que le couvercle. Et globalement, la différence de prix est absorbée en une dizaine de développements puisqu'elle consomme beaucoup moins de chimie que les cuves Paterson ou AP. Elles sont aussi plus facilement adaptables pour des procédés couleurs et des procédés de développement mécanique, donc c'est un bon investissement à faire dès le départ. De la même manière, quand tu achètes ta cuve, prends toujours une cuve dite double, donc chez Jobo, c'est le modèle 15-20, en tout cas une cuve qui peut contenir 2 pellicules 35 mm minimum. Pourquoi? Puisque en fait, ces cuves, déjà tu vas gagner du temps parce que tu vas pouvoir développer 2 films à la fois quand il s'agit du même film, donc tu vas gagner du temps et de la chimie, mais surtout si un jour, ou si tu développes aussi du moyen format, eh bien ces cuves-là te permettent de développer à la fois du 35 mm et du moyen format, voire du plan film avec certains adaptateurs. Donc ces cuves-là sont vraiment les plus versatiles et c'est vraiment le matériel que je te conseille pour débuter. Avec ta cuve, tu auras une ou deux spires qui sont en fait ce qui va te permettre de mettre la pellicule à l'intérieur
On verra comment mettre en spire et comment ça se fait juste après. Je te montrerai ça dans une autre vidéo. Voilà, tu auras une spire qui te permet, qui est l'outil qui va maintenir ta pellicule pendant le développement. L'autre chose dont tu vas avoir absolument besoin, c'est un manchon de chargement. Alors, un manchon de chargement, qu'est-ce que c'est? C'est un grand sac, voilà, qui est ouvert sur un côté et sur lequel tu as aussi des manches pour passer les mains. Alors, tu peux aussi avoir des formats tentes qui se tiennent tout seuls, qui sont un petit peu plus pratiques, mais globalement, un manchon de chargement, c'est ce qui va te permettre de transférer ta cartouche de pellicule dans ta cuve de développement. Tu vas fourrer tout à l'intérieur, tes ciseaux, ta pellicule, ta spire, et c'est là-dedans que tu vas, voilà, transférer ta pellicule dans la cuve pour, encore une fois, éviter de l'exposer à la lumière, voilà, ça va venir, pendant cette période-là. Au-delà de ces deux équipements essentiels, il va te falloir des petits trucs en plus, notamment des béchères de chimie et de quoi doser, donc pipettes, éprouvettes, etc., pour pouvoir doser les différentes dilutions de chimie et préparer correctement les produits qui vont te servir au développement. Alors, je te rassure, il n'y a pas de maths trop compliquées. On verra les dilutions et la préparation des chimies, encore une fois, dans le développement en live qu'on fera plus tard dans la formation. Mais voilà, tu auras besoin de ce petit matériel, ce sera très important et c'est bien de commencer directement avec ça. Également, je te conseille d'acheter des bouteilles de stockage spécifiques pour les chimies afin de stocker correctement tes produits chimiques et de ne pas les mettre dans des emballages alimentaires ou des emballages qui pourraient être confondus avec des choses qui se mangent, tout simplement pour des raisons de sécurité. Ces dernières années sont arrivées sur le marché pas mal de solutions alternatives pour développer ces films plus facilement. Il y a voilà, plein de chez Lomographie, il y a aussi une boîte avec des manivelles, etc. Ces solutions sont souvent assez coûteuses, pas forcément beaucoup plus pratiques et pas forcément très économiques sur le côté chimique des choses, puisque la Labbox par exemple prend quand même pas mal de chimie et tu développes qu'un seul film à la fois, même si tu n'as pas besoin de mention de chargement et que tu n'as pas besoin de cuve. La solution de chez Lomographie ne prend que le film 35 mm et pareil, tu développes qu'un seul film à la fois. Donc, en termes d'échelle, c'est pas forcément le mieux et au final, même si on essaye de réinventer la poudre avec ces nouveaux produits, de mon côté, je pense que rien ne remplace le manchon de chargement et la cuve qui reste la solution la plus économique et la plus versatile pour développer tes films. Ces équipements, notamment l'équipe de développement, tu en trouves plein d'occasions, tu n'as même pas forcément besoin de les acheter neuves. Vérifie juste que ce soit en bon état et que ça ne fuit pas, par exemple, que ça ne te mette pas de la chimie partout. Même s'il y a un adage assez commun dans la photographie argentique, c'est que si un jour tu as une cuve de développement qui ne fuit pas, ne t'inquiète pas, un jour, elle finira par fuir. La première étape pour développer mon film, ça va être de transférer ma pellicule à l'intérieur de la cuve sur l'aspire. Alors l'aspire, c'est ça, et en fait, ce que je vais venir faire, dans le noir total bien évidemment, c'est venir enrouler mon film sur l'aspire afin de pouvoir ensuite mettre ma pellicule à l'intérieur de la cuve de développement. Cette cuve de développement, une fois qu'elle est fermée, elle est imperméable à la lumière, ce qui va pouvoir me permettre de travailler en plein jour, mais elle va laisser passer les chimies de développement dont j'ai besoin. Moi, c'est la première chose que je fais avant même de commencer à préparer mes chimies, c'est que je vais transférer ma pellicule sur ma spire pour la mettre dans ma cuve, soit dans une pièce qui est totalement noire, mais quand je dis totalement noire, c'est vraiment, il y a 0 pet de lumière. Le plus simple, c'est d'utiliser un manchon de chargement. Un manchon de chargement, c'est une sorte de grand t-shirt, un grand sac dans lequel on va venir mettre toutes nos affaires. On va passer nos bras, on va le fermer et ça permet de travailler, de faire le noir et de travailler dans le noir complet. Donc ici dans mon sac, je vais mettre ma cuve. Je vérifie bien que j'ai tous les éléments, le couvercle, l'aspire et surtout le centre. Hop. Je viens mettre ma pellicule. Si j'ai pensé à pas tout rembobiner, ça me permettra de sortir l'amorce plus facilement.
Juste avant, je vais venir préparer mon amorce, c'est-à-dire la couper en biseau. La couper comme ça permettra d'avoir plus de facilité à l'insérer dans la spire. Et je mets une paire de ciseaux. Je pense bien ensuite à fermer le sac hermétiquement. Et je peux ensuite travailler et mettre mon film en spire. Donc je vais passer les mains, bien vérifier. Ok, je vais te montrer maintenant ce qui se passe à l'intérieur du manchon, comment on met effectivement la spire, la pellicule sur la spire, puisque c'est pas possible de le filmer dans le noir total. Donc je rappelle que cette étape ne peut pas se faire à la lumière et qu'elle se fait forcément dans le noir total, soit dans un manchon de chargement, soit dans une pièce totalement noire. Le but du jeu, c'est donc de transférer le film sur la spire. Je te conseille quand tu commences, de commencer avec un morceau de film ou une pellicule déjà développée que tu peux manipuler sans risquer de l'abîmer, ou un film raté, ou un vieux film périmé. Bref, quelque chose que tu peux sacrifier pour t'entraîner d'abord à la lumière du jour, avant de passer sur du vrai film, vraiment dans le noir, un truc où tu peux rater, où il y a des images, et aussi plus risqué. Donc, premièrement, dans la spire, tu vas voir d'abord, il y a deux petites encoches, sortes de petites portes, dans lesquelles c'est l'endroit dans lequel le film va rentrer. Le premier exercice, c'est de réussir à faire passer le film à l'intérieur de ces petites encoches. Le tirer un petit peu, une fois qu'il est bien rentré, tu vas pouvoir venir placer tes mains sur le côté, et dans le cas d'une spire Jobo comme ça où il n'y a pas de système de verrouillage, c'est tes doigts qui vont se mettre sur la tranche du film et qui vont te permettre de faire tourner la spire pour enrouler le film dessus. En fait, c'est vraiment tes doigts qui vont venir créer une forme de traction et venir enrouler le film à l'intérieur. Une fois que tu auras débobiné tout le film, il suffira juste de séparer le film de la cartouche et tu auras ton film là-dessus. Quand tout le film est sur la bobine, toujours dans le noir, tu le places dans ta cuve de développement, sans avoir oublié de mettre le cœur central. Tu refermes la cuve, et à partir de là, tu peux rouvrir ton manchon pour retirer la cuve et commencer la suite du développement. Tu peux couper. Petite note, si tu as une cuve Patterson, les spires sont légèrement différentes au sens où ce sont des spires dites autobloquantes avec à l'intérieur des petites billes qui te permettent en fait, qui vont bloquer le film et l'empêcher de retomber. Donc le système reste le même, tu as toujours deux petites encoches qui sont marquées. On va mettre le film à l'intérieur, il va passer sur les billes et en fait, ça permet c'est ça qui va faire avancer le film. Donc tu peux mettre tes doigts où tu veux et en fait, la spire va automatiquement faire avancer le film avec les billes. Alors, ce genre de spire peut paraître plus simple quand on commence, et c'est vrai que ça évite d'avoir à placer ses doigts au bon endroit, etc., de trouver la petite encoche comme sur les spires Jobo. Cependant, elles peuvent causer aussi plus de problèmes parce que dès que le film va être un petit peu mouillé, ou un petit peu trop fin, ou etc., qu'il va y avoir n'importe quoi, ou qu'il va y avoir un petit pli, ou qu'il va être un petit peu tordu ou abîmé, ça peut plus facilement bloquer le film. Si jamais le film est bloqué, il ne faut pas paniquer. Le plus simple, c'est de rouvrir la spire, de redébobiner le film, de la réassembler et de recommencer. Surtout, jamais paniquer. Le pire que tu puisses faire, c'est paniquer et de risquer d'abîmer ton film. Il faut limiter au maximum les manipulations du film à ce moment-là parce que c'est là qu'il est le plus fragile. C'est pour ça que je te conseille aussi toujours de garder la cartouche de film accrochée à ton film pendant que tu le mets en spire, parce que si jamais tu essayes 5, 10, 15 fois et que ça marche toujours pas, tu peux toujours recommencer et rebobiner ton film dans la cartouche et revenir plus tard. Alors que si tu as séparé la cartouche du film, tu es obligé d'aller jusqu'au bout et des fois, notamment les premières fois, ça peut prendre beaucoup de temps et tu peux abîmer ton film sans le vouloir. Et voilà, maintenant, tout est bien fermé, ma cuve est bien refermée.
Ma pellicule est bien à l'intérieur et maintenant je vais pouvoir aller préparer mes chimies. On va maintenant pouvoir préparer nos chimies, nos solutions de développement. Donc pour ça, j'ai tout mon petit matériel de Bécher et on va commencer par le premier, le révélateur. Alors, le révélateur, pour commencer, pour les débutants, moi je conseille la Dox Rodinal qui a plusieurs avantages. C'est durable, c'est économique, c'est très facile à préparer et ça développe tout et n'importe quoi assez facilement avec des temps relativement simples à traiter. Comme pour tous les révélateurs, la dilution a été indiquée dans les instructions et sur les bouteilles. C'est impossible de couvrir toutes les dilutions possibles de tous les révélateurs possibles. Donc dans tous les cas, il faut se reporter aux instructions du révélateur. Dans le cas du Rodinal, c'est très simple. C'est 1 plus 25, 1 plus 50, selon le type de dilution que tu veux avoir. Et moi, en général, je fais la dilution standard, puisque c'est déjà un révélateur qui donne beaucoup de grains, beaucoup de contraste, donc plus tu vas le diluer, plus ça va augmenter ces caractéristiques-là. C'est pas forcément quelque chose que je souhaite. Dans tous les cas, 1, c'est le volume de chimie, et 25, le volume d'eau. C'est de toute façon le cas pour tous les révélateurs. Le premier chiffre, c'est toujours le volume de chimie dont tu as besoin, et le deuxième chiffre, c'est toujours le volume d'eau. Si on avait une autre chimie, par exemple, qui se travaillait en 1 plus 1, ce serait un volume de chimie pour un volume d'eau, 1 plus 3, un volume de chimie pour 3 volumes d'eau. Maintenant, comment je vais calculer la quantité de révélateur dont je vais avoir besoin, la quantité de solution de travail dont je vais avoir besoin. Cette information, c'est ma cuve qui va me le donner et ça va différer selon la marque de ta cuve. Ici, sur la cuve Lobo, on voit qu'il est marqué en inversion, traitement en inversion, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va retourner manuellement la cuve, on va remplir la cuve en verticale pour couvrir l'intégralité du film. Il nous faut 485 ml de chimie. Ce qui est marqué, c'est la quantité totale de liquide que peut contenir la cuve. Ici, on n'a qu'un seul film dans cette cuve, donc en fait, l'aspire qui est là, elle prend moitié moins de la capacité, donc ça sert à rien de faire autant de chimie, on va faire moitié moins et ça suffira à remplir la cuve. On va se laisser une petite marge, donc on va arrondir ces 485 ml à 500 ml, qu'on va diviser par 2, ce qui nous donne 250 ml. Si maintenant on avait un film 120 ou qu'on avait deux films l'un sur l'autre 35 mm, il faudrait bien sûr remplir l'entièreté de la cuve. Si on a une plus grande cuve comme celle-ci, il faut forcément, voilà, ici on ferait 485 ml plus les 725 ml de l'extension pour remplir également la cuve si elle était entièrement remplie. Ce qui est le plus important, c'est que la chimie couvre totalement les films soient suffisamment hautes pour que les films soient totalement immergés à l'intérieur. Si tu as une cuve d'une autre marque, par exemple ici Patterson, les mesures vont être différentes. Si c'est marqué au dos de la cuve, chaque film de 35 ml prend 290 ml de chimie. Donc si tu en as deux, ça fait autour de 600 ml de chimie. Sur les cuves de marque AP, c'est également différent, donc il faut toujours se reporter aux instructions de ta cuve pour connaître la quantité de chimie que tu dois préparer. On va donc pouvoir préparer notre révélateur, et tu remarques ici, dans mes Bécher, il y en a un qui est marqué avec un petit scotch qui est toujours celui dans lequel je vais préparer mon révélateur pour ne pas me mélanger dans mes produits. De la même manière, j'organise toujours mon plan de travail, le révélateur le plus proche de moi et le dernier bain, le fixateur le plus long. Comme ça, je suis sûr de ne pas mélanger les produits et de faire tout ça dans le bon ordre. Donc, pour préparer mon révélateur, on va prendre donc 10 ml dans mon petit bécher ici. Ok, on a 9 ml. Je vais les verser dans mon bécher de révélateur et ensuite je vais compléter jusqu'à la marque de 250 ml avec de l'eau. Et j'ai maintenant mon révélateur qui est prêt à servir. Notre deuxième bain, c'est le bain d'arrêt. Le bain d'arrêt, pareil, j'ai déjà la solution stop. Moi, je prends le Adox Stop qui vient dans un sachet en poudre qu'on dilue avec de l'eau, qu'on mélange et on a cette solution de stop qu'on va ensuite diluer pour faire la solution de travail. La dilution, c'est 1
plus 19 dans le cas de ce bain d'arrêt. Donc ça fait à peu près, dans le cas de 250 ml pour un film, ça fait à peu près 12 centilitres, 12 ml pour 250 ml d'eau. Hop, on va doser aussi avec les couvettes. De la même manière, parfaitement ça. On le verse et on remplit avec de l'eau. Quant au dernier, c'est le fixateur. Alors, encore une fois, ça dépend des marques. Ici, moi, j'utilise le fixe P3+ de chez Adox, qui vient en poudre, qu'on mélange et qu'on a une solution qu'on utilise, qu'on garde par contre à la fin du développement. Le banc d'arrêt, le révélateur, on les jette, mais le fixateur retourne dans son bidon. Chez Ilford, c'est un conditionnement différent. On a une solution stock liquide d'1 litre qu'on va diluer en 1+9 et cette solution de travail peut servir juste pour traiter 10 films. Ici, c'est un petit peu différent puisque on a un sachet en poudre qu'on va diluer et ça nous donne une solution de travail directement qu'on va réutiliser au fur et à mesure jusqu'à épuisement. Donc pour celui-ci, c'est assez simple. On va juste mesurer 250 ml. On a maintenant nos 3 produits qui sont prêts et on va pouvoir commencer à développer. Une des choses qui est hyper importante quand tu vas développer ton film, c'est de s'assurer que tes chimies sont toujours bonnes, surtout si ça fait un moment que tu les as pas utilisées. Alors il y a un moyen très simple de tester à la fois le fixateur et le révélateur, qui sont les deux chimies principales. Le bain d'arrêt, s'il ne marche pas, c'est pas catastrophique, mais globalement pour voir si tes chimies principales fonctionnent. Pour ça, tu peux utiliser l'amorce de tes pellicules. D'abord pour tester le révélateur. Le révélateur, son action doit développer la pellicule, ça doit noircir la pellicule. Donc je vais simplement prendre mon amorce, la mettre dans le révélateur et très rapidement, l'amorce doit commencer à noircir. Maintenant pour le fixateur. Le fixateur, on va tout simplement faire la même chose, prendre notre amorce et la tremper à l'intérieur. Et très rapidement, on doit voir l'amorce qui devient de plus en plus transparente. Idéalement, elle doit devenir totalement translucide en moins de 2 minutes. 2 minutes et 2 minutes 30, ça veut dire que ton fixateur sera encore bon. Là, tu vois, comme c'est du fixateur frais, alors je sais pas si on voit bien à la caméra, mais je te montrerai après, une fois que la réaction aura bien eu lieu. Là, l'amorce devient de plus en plus transparente assez rapidement. On va finir par voir assez facilement au travers. Voilà, ça devient totalement transparent, ce qui signifie que mon fixateur est largement bon parce que ça fait bien en dessous des 2 minutes. Voilà, là, ma pellicule est totalement translucide et ce qui signifie que mon fixateur fonctionne parfaitement. Voilà, après un petit peu de temps dans le révélateur, tu vois que mon amorce elle est devenue totalement noire, ce qui signifie qu'elle a été révélée et que mon révélateur est bien préparé, qu'il fonctionne, qu'il n'y a pas de souci. C'est toujours intéressant de faire ce genre de petits tests avant de commencer avec ta vraie pellicule parce que ça te permet de t'assurer que tu as bien préparé tes chimies, qu'elles sont pas trop vieilles, qu'elles sont pas périmées, etc. Si tu te rends compte d'un problème sur l'amorce, tu peux prendre la décision de repréparer des chimies et ça t'évite de foirer toutes tes photos à cause d'un problème de développement. Donc c'est toujours intéressant de faire ces petits tests avec les amorces avant de développer pour être sûr que ta chimie fonctionne sans aucun problème. On est maintenant prêt à développer notre film. On va, avant de commencer, vérifier la température de notre révélateur qui doit être autour de la vingtaine de degrés. C'est souvent un petit peu plus froid parce que la chambre noire est un peu fraîche, on est à 19 degrés et demi. On va voir qu'on peut éventuellement ajuster le temps si besoin, mais là on est à 20 degrés, donc le temps qu'on a eu est le bon. On a donc 6 minutes, j'ai mon petit timer, triple timer de chez Patterson qui est très bien, où j'ai rentré mes différents temps. Donc on est à 6 minutes pour le révélateur, ça on l'a vu, ça dépend de la combinaison film et révélateur, c'est à vérifier dans la charte de développement. 1 minute de banc d'arrêt et 5 minutes pour le temps de fixage. Hop. Je vais verser le révélateur et je lance mon chrono en même temps.
Pendant la première minute, je vais venir agiter la cuve, retourner la cuve. Voilà, tout simplement pour faire circuler la chimie et pour être sûr que mon film réagisse partout, qu'il y ait de la chimie fraîche qui vienne frapper le film vraiment partout. Et ensuite, j'agiterai une fois par minute pendant 4 retournements environ. On peut venir, quand on a fini, tapoter un petit peu pour faire remonter les bulles, voilà, pour éviter d'avoir des bulles d'air à l'intérieur. Et ensuite, on attend simplement que le temps se termine en agitant 4 retournements toutes les minutes au fur et à mesure du temps. Et quand c'est terminé, on videra notre révélateur et on passera au produit suivant. Ça fait 4 minutes, on agite à nouveau pendant 10 secondes, soit à peu près 4 retournements. Et on laisse la cuve, et on fait ça, ainsi de suite, jusqu'à la fin du temps. Ok, on arrive au bout du temps de révélation. Donc, quand mon timer va sonner, je vais simplement ouvrir ma cuve et venir replacer mon révélateur dans mon bécher. Je sais qu'il est utilisé, je ne vais plus le réutiliser. Et ça va ensuite aller dans mon bidon de déchets qui partira en déchetterie quand j'aurai suffisamment pour pouvoir justifier un dépôt. Donc là, ça va sonner dans 10 secondes. Et directement ensuite, je passe au temps suivant, je mets mon bar d'arrêt pendant 1 minute. Donc je le laisse le plus vite possible. Voilà. Hop, je passe à mon deuxième timer, le bar d'arrêt, 1 minute. Hop. Et de la même manière, sur le bar d'arrêt, on peut venir agiter pour être sûr que la chimie agisse partout. Hop, le bar d'arrêt va sonner, on le vide. Hop, et je passe au troisième temps qui est mon fixateur. Et de la même manière que le révélateur, je vais venir agiter un petit peu la première minute, que ça fasse bien effet partout, et ensuite, une agitation toutes les minutes, c'est suffisant. Pendant que le fixateur fait effet, petit point sur les chimies. Le révélateur, il faut vraiment avoir un respect strict du temps. C'est-à-dire que, voilà, si on laisse trop longtemps ou pas assez longtemps, ça peut effectivement avoir un impact sur le rendu des photos, sur le développement du film. Alors, c'est pas à la seconde ou à la 5 secondes près, mais effectivement, plus on va allonger le temps, plus on va développer. Et si on a laissé pas assez de temps ou si c'est trop froid, on va avoir des impacts sur le film. Donc ça, c'est vraiment important de faire attention au temps. Le bar d'arrêt, c'est pareil. Bon, si c'est 1 minute 30, c'est pas la fin du monde, c'est pas critique. Le fixateur, une pellicule ne peut pas être trop fixée, mais elle peut être pas assez fixée. Donc, c'est un peu important de vraiment respecter ce temps-là, notamment pour archiver au mieux le négatif. Si la pellicule n'est pas assez bien fixée, tout simplement, elle va se dégrader au fur et à mesure du temps, elle va rester sensible à la lumière et elle va se dégrader au fur et à mesure du temps. Normalement, au bout de 30-35 secondes où la pellicule est dans le fixateur, elle n'est plus sensible à la lumière, donc on peut théoriquement ouvrir la cuve pour fixer en lumière du jour. De mon côté, je préfère vraiment attendre le temps total. On a déjà attendu tout le temps du reste des chimies pour être sûr que mon fixateur il a bien fait effet, que ma pellicule est bien fixée et que je ne vais pas venir jouer un petit peu trop avec le hasard et voiler ma pellicule parce que j'ai été un petit peu trop impatient. Ok, le fixateur va se terminer. Donc voilà, là c'est sûr que ça n'est plus sensible à la lumière. On va pouvoir ouvrir la cuve et vérifier notre film. Hop. Avant de vider le fixateur, j'aime toujours vérifier le film, voir s'il n'est pas mal fixé. Voilà, s'il ne reste pas de voile un peu laiteux, qu'il est bien transparent. C'est le cas ici, et on a en plus des images. C'est parfait. Hop.
on va vider notre fixateur. Alors je rappelle, le fixateur, dans la plupart des cas, on le récupère. On avait appris une petite teinte colorée avec la T-Max, c'est normal, c'est la pellicule qui fait ça. Mais celui-là, on va le conserver et on va le réutiliser. Là, je vais refaire des développements derrière, donc je vais le réutiliser tel quel. Maintenant, il nous faut rincer le film de tous les produits chimiques qu'il y a eu dessus. Et pour ça, si le film a passé moins de 5 minutes dans le révélateur, ce qui est le cas ici, si on a utilisé un fixateur rapide, on peut utiliser ce qu'on appelle la méthode Ilford. La méthode Ilford, ça consiste à remplir une première fois la cuve d'eau et de faire 5 agitations. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a l'eau la plus chargée en fixateur. On va vider à nouveau. On va ensuite à nouveau remplir la cuve d'eau et on va cette fois réaliser 10 agitations. 1. On se débarrasse de l'eau. On remplit à nouveau pour 15 agitations. Puis une dernière fois pour 20 agitations. Et on jette enfin l'eau qui reste. Pour terminer, on va faire un dernier bain à l'eau déminéralisée avec un petit peu d'agent mouillant. Donc moi j'utilise de l'huile Photol, c'est hyper économique. Là c'est pour 200 litres, on en met vraiment que quelques gouttes. Et je te conseille toujours d'utiliser de l'eau déminéralisée, tout simplement pour éviter les traces de calcaire au séchage, surtout si tu es dans une région où l'eau est très dure. C'est pas forcément la peine de préparer les chimies à l'eau déminéralisée. Par contre, pour le dernier bain, ça peut vraiment faire une différence en termes de traces sur ton négatif. Donc on va recouvrir la cuve d'eau déminéralisée. Pas plus que nécessaire. On recouvre juste la spire. Voilà, parfait. Et ensuite, on ajoute vraiment quelques gouttes d'huile Photol. On agite pour faire mousser très légèrement. Et on laisse 1 à 2 minutes, le temps que ça s'imprègne bien dans l'émulsion. Ce que va faire l'huile Photol, en fait, c'est que ça va venir rajouter une couche antistatique, un peu de protection, qui va empêcher la poussière de se déposer sur l'émulsion et de venir vraiment s'incruster à l'intérieur de l'émulsion pendant le séchage, ce qui va faire que la pellicule sera plus facile à nettoyer par la suite, et ça va la protéger globalement un petit peu des rayures et du reste. Donc c'est toujours bien de terminer par un petit peu d'agent mouillant et d'huile Photol pour terminer un petit peu de protéger notre pellicule pendant le séchage. Voilà, on a maintenant développé notre film avec succès. Ce qu'il va falloir faire par la suite, c'est le mettre à sécher dans un endroit ventilé et surtout pas trop poussiéreux. Donc par exemple une salle de bain ou voilà un endroit où il y a pas trop de poussière qui va voler dans l'air et où il va pas y avoir trop de passage, tout simplement pour garder notre pellicule propre et dès qu'il y a de la poussière qui se dépose dessus pendant le séchage, parce que ça va être très compliqué à gérer dessus, surtout si ça dépose sur l'émulsion mouillée où ça peut très rapidement venir faire des rayures et des dommages. Donc pour le séchage, un placard, une salle de bain, un endroit où il n'y a pas de passage et surtout le moins de poussière possible. Voilà, maintenant tu as toutes les clés en main pour te lancer toi-même dans le développement de tes films. Je te mettrai un lien en description vers ma liste de matériel recommandé que tu peux acheter, qui est déjà faite, qui est déjà tout prête, que tu n'as plus qu'à ajouter au panier. Et tu pourras comme ça commencer à économiser sur tous tes films. Alors après, forcément, une fois que tu as commencé à les développer, il faut avoir un moyen de les numériser et de les scanner. Il y a plusieurs vidéos sur la chaîne sur la numérisation, ainsi qu'une formation complète sur ma méthode de numérisation qui sera aussi disponible dans la description de cette vidéo. Et à partir de là, tu peux te passer totalement de laboratoire photo pour tous tes travaux argentiques, en tout cas en noir et blanc. J'espère que ça t'aura appris des choses. J'essaie de faire le contenu le plus complet possible pour que tu puisses avoir toutes les informations au même endroit. Et moi, je te dis à la prochaine. Et d'ici là, bonne photo et bon dev.